Au lendemain de Noël, un séisme d'une puissance exceptionnelle provoque une vague meurtrière en Asie du Sud-Est. La vague emporte tout sur son passage. Les Français découvrent la signification d'un mot qu'ils ne connaissent pas, tsunami. 220 000 victimes sont emportées en Indonésie, en Thaïlande, au Sri Lanka et jusque sur les côtes de l'Afrique. Ces images bouleversent le monde entier. Donnez au secours populaire. Les organisations humanitaires, les ONG, lancent des appels aux dons. La générosité est à la hauteur du drame. Partout en France, l'émotion est profonde. Si on était dans la même situation, on aimerait que les autres pays nous aident aussi. Tous ces enfants, je ne peux pas supporter. L'idée et les images que j'en ai vues m'ont rendu malade. J'ai 89 ans. Je suis bouleversée. Votre aide est indispensable. Aidez l'UNICEF pour les enfants d'Asie. Tout le monde se mobilise. Si vous achetez ce DVD, boîte 15 postale, euros, 10 600, euros pour la Croix-Rouge française. Stars de la chanson, du cinéma, vedettes de la télévision. L'argent afflue, les sommes récoltées sont importantes. Là, c'est exceptionnel. Là, on n'avait jamais vu ça. Médaille d'or, la Croix-Rouge, 100 millions d'euros. Médaille d'argent, le Secours catholique, 34 millions d'euros. Médaille de bronze, la Fondation de France, 15 millions d'euros. Viennent ensuite Action contre la faim, 14 millions d'euros. Le Secours populaire, 11 millions d'euros. Et Médecins sans frontières, 9 millions d'euros. Au total, près de 350 millions d'euros. Sur le terrain, le balai des ONG commence. Des centaines d'organisations envahissent les zones sinistrées, sans concertation ni coordination. C'est le grand embouteillage humanitaire. Il y a des gamins qui crèvent, là, à quoi, 10 km, et qu'on est incapable d'aller les sortir de là, parce que les hélicoptères français trimballent la presse et les VIP. Six mois plus tard, ces mêmes organisations ont quasiment disparu, mais les populations sont toujours sinistrées. Où est passé l'argent des Français, je me demande. Plus que des Français, du monde entier. Aujourd'hui, rien n'a été reconstruit. Les victimes sont laissées à l'abandon dans des camps de fortune. On est exactement dans la même merde, sauf qu'on a quelques baraquements qui ont été construits. Les gens sont toujours dans la misère, les gens sont toujours en attente de pouvoir rentrer sur Kopipi, les gens, ils n'ont toujours aucune aide. Où sont donc passées les organisations humanitaires? Elles promettent toujours de reconstruire, mais plus tard. Vous allez aller expliquer sur place. Pas de problème, on va s'occuper de vous, mais dans 3 ans. Vous allez dire ça à des gens qui dorment par terre, qui mangent dans des feuilles de journaux? Parce que c'est ça qu'on a constaté. Pourtant, tout a bien commencé. Dès les premiers jours, les Français envoient des chèques par millions. Cet argent a-t-il été bien utilisé? Pour le savoir, nous avons suivi son parcours et vous allez voir, première surprise, les chèques n'arrivent pas du tout à l'adresse indiquée. Quand vous faites un chèque pour une ONG, il parvient en réalité à EDI, une société de la région parisienne. Elle collecte les fonds pour les principales organisations humanitaires. Là, comme vous pouvez le constater, on a essentiellement des dons qui sont faits pour Action contre la faim. C'est la même chose sur cette table-là. Les dons sont regroupés par table. Là, on a essentiellement l'UNICEF. On a aussi l'UNICEF sur cette autre table là-bas. Et là-bas, une autre association de Médecins sans frontières. Alors ça, c'est une salle. On a pour cette occasion ouvert une autre salle spécifique qui est à quelques mètres d'ici, dans laquelle on a du Fondation de France, encore de l'UNICEF et d'autres associations, bien entendu. Vincent Roure est un chef d'entreprise qui, à cause du tsunami, embauche. Dans les semaines qui suivent la catastrophe, il est obligé de doubler ses effectifs pour ouvrir les enveloppes. Certains jours, EDI doit traiter plus de 100 000 dons. C'est sans précédent. Les chèques sont examinés, un par un, avant d'être répertoriés. Donc vous voyez, on constitue des lots de montants équivalents. Vous avez des lots de 45, 60 euros, 150 euros pour celui-ci. Certains sont un peu au-delà de ça. Donc là, nous avons 500 euros pour la Fondation de France. Et le record?
Nous sommes montés jusqu'à 50 000 euros. 50 000 euros donnés par un simple particulier. Pour le tsunami, le montant des dons dépasse les opérations précédentes. 100 euros en moyenne par donateur, 2 fois plus que pour les autres catastrophes. Après avoir classé les chèques, EDI les dépose sur les comptes des ONG, mais naturellement, ce service a un coût. Le traitement d'un don revient entre 50 centimes d'euros et 1 euro, y compris la prestation informatique. La prestation informatique, une expression pudique qui cache en fait une opération d'une importance capitale. Tous les noms et adresses des donateurs sont stockés sur un fichier confidentiel et classés en fonction de leur générosité. Un fichier précieux pour les ONG. C'est important essentiellement parce que ça permet aux associations d'identifier quels sont les meilleurs donateurs et pouvoir mieux cibler leur action de communication directe pour envoyer soit des emails, soit des courriers à ces donateurs-là et pour pouvoir les solliciter pour d'autres causes. Voilà pourquoi, quand pour la première fois vous faites un don à une organisation humanitaire, on vous relance des années durant, surtout si vous êtes catalogué comme un donateur idéal. Le donateur idéal, c'est des personnes qui ont des revenus importants et qui répondent présents à chaque fois que l'association les sollicite. C'est ça le donateur idéal pour une association. Mais les sommes collectées cet hiver sont si importantes qu'une polémique éclate. Au bout d'une semaine, Médecins sans frontières demande aux Français de stopper leurs contributions. L'aide d'urgence n'est pas si chère que ça, contrairement à ce qu'on peut croire, puisqu'il s'agit essentiellement de tentes, de nourriture de base, de citernes d'eau, de petits moyens finalement qui n'ont pas un coût extravagant. Et l'aide à la reconstruction, qui est le véritable enjeu, ce ne sont pas les ONG qui peuvent l'assurer. En ce qui nous concerne, nous disons exactement le contraire. Nous avons besoin de l'argent que nous avons collecté, nous avons besoin d'encore plus d'argent parce que nous savons que des projets de reconstruction et de réhabilitation, ça coûte tout de suite, mais ça coûte demain et ça coûte après-demain. La polémique s'amplifie. Les Français n'en continuent pas moins d'envoyer leurs dons. Des avions cargo sont affrétés en urgence, comme ici à Bordeaux-Mérignac. Dans les soutes, des médicaments, du matériel médical et des véhicules tout-terrain. Les moyens mis en œuvre sont importants. Il faut compter à peu près 120 000 $ pour une liaison Mérignac-Médane en Indonésie. Voilà, celui-là, coût transport 145 000 €. Voilà. 145 000 €, c'est une somme. Mais peu importe. Les Français sont rassurés. Ils ont l'impression que leur argent est bien utilisé. En réalité, 7000 km plus loin, en Asie, c'est l'embouteillage. Comme ici, à Banda Aceh, en Indonésie. Dans les hangars de l'aéroport, vivres et matériel d'urgence s'accumulent. Les hommes aussi. On recense plus de 500 ONG sur le terrain, sans compter les militaires envoyés par les gouvernements du monde entier. Sur place, une seule devise, chacun pour soi. Pas la moindre coordination. Tout arrive, mais dans le plus grand désordre. L'eau, la nourriture et même les vêtements, quand la température dépasse les 30 degrés. C'est la première fois que ça se passe si mal. C'est la plus mauvaise mission certainement que j'ai fait jusqu'à maintenant. Yvon est le patron d'Elisa, une organisation humanitaire spécialisée dans l'évacuation des blessés par hélicoptère. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas d'hélicoptère. Comme les appareils de l'armée française se font attendre, il n'a pas d'autre choix que de patienter. Ouais, donc ça fait 3 jours qu'on attend un hélicoptère. Parce qu'en fait, on a été obligé de travailler avec des hélicoptères américains parce que les Français nous envoyaient balader. Alors le pire dans l'histoire, c'est que ce sont eux qui nous forment, qu'on est les seuls Français sur place, qu'on a du boulot jusque-là, par-dessus la tête, qu'il y a des gamins qui crèvent, là, à 10 km, et qu'on est incapable d'aller les sortir de là parce que les hélicoptères français trimballent la presse et les VIP. Alors j'en ai jusque-là. Les heures passent et toujours pas d'hélicoptère à l'horizon. Yvon commence à perdre patience. Personne n'en a rien à foutre. Personne. Qu'est-ce qu'ils ont ces gamins?
Eh bien, ils ont des diarrhées sanglantes, ils ont le palu, ils ont des blessures qui s'infectent à fond, ils sont malades, il faut les extraire pour pouvoir les opérer. On a un chirurgien. Les Allemands ont un hôpital de campagne avec un bloc opératoire. Ils attendent les blessés. Nous, on sait où ils sont, on peut aller les chercher. On n'a pas d'hélico pour y aller. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, même pagaille pour ces pompiers professionnels du nord de la France. Ils ont créé leur petite ONG, le groupe de secours catastrophe français, et ils font de l'humanitaire en prenant sur leur jour de congé. Grâce aux dons récoltés et à une subvention du Conseil général du Pas-de-Calais, ils sont venus en Indonésie où ils brûlent du désir de se rendre utile. C'est lui qui parle anglais? On aimerait se rendre dans un camp de réfugiés, là où des gens ne voient pas de médecins. Il faudrait que vous alliez voir avec lui là. Alors il faut que vous alliez à Kanayo. Là, il y a un village sinistré. Va pour Kanayo, à l'intérieur des terres indonésiennes. Le bateau là? Il y a un bateau là. Ouais. Il y a un bateau qui est encastré dans la maison. Il a mis le masque. À Kanayo, c'est la désolation. Le village est détruit, les habitants, toujours sous le choc, ne déplorent aucun blessé. En réalité, les Français ont été précédés par d'autres secouristes qui ont pris en charge les victimes. Les Français aperçoivent alors une famille qui vit sur les ruines de sa maison. Ils se précipitent, mais là encore, pas de gros problèmes. Vous avez de la nourriture? Vous avez de l'eau? Oui, ça c'est pour le bébé. Les pompiers vont tout de même montrer leur savoir-faire. L'enfant est un peu marqué ici au niveau des yeux, donc ça c'est un signe de déshydratation chez les enfants. Donc c'est un enfant qui sait pas s'hydrater. Donc avec ça on lui met des sels minéraux qui aident l'eau à rester dans l'organisme. Un peu de sel contre la déshydratation, des masques contre la puanteur, une action humanitaire plutôt symbolique. Oh, goodbye. Goodbye. Bon, moi, sur le plan psychologique, ils ont vu des gens venir. Ça joue aussi pas mal. Nos pompiers ne se découragent pas pour autant. Ils tentent leur chance quelques kilomètres plus loin, cette fois dans un camp de réfugiés. Bonjour, on vient juste proposer notre aide pour soigner des blessés ou des malades. Quel genre d'aide? L'aide médicale. Vous êtes français? Oui, on est français. Il y a 2 jours, on a donné 3 tonnes de médicaments et d'équipements à l'hôpital militaire. On a tout ce qu'il nous faut. Ravi de vous avoir rencontré. La bonne volonté ne suffit pas. Il n'y a toujours pas de blessés à soigner, heureusement d'ailleurs, même si le groupe se demande à quoi il sert. On a l'impression à chaque fois de revenir à zéro, parce que comme tout est justement désorganisé, c'est très difficile d'avoir l'information de où se trouvent les vraies personnes nécessiteuses. À peu près 7 km d'ici, il y a un village où les gens n'ont pas encore eu de vaccin. Après 3 heures de recherche, ils vont peut-être enfin trouver ce qu'ils cherchent. Bon, allez, on va y aller. Oh, ça va être super, ça, si c'est vrai. 10 bornes. Et la route est correcte. Bon, c'est bon. Ça serait super qu'il y aurait des blessés, des malades. On vérifie l'info. Si l'info n'est pas bonne, il ne faut plus écouter les infos. Il faut se rendre sur la mosquée et puis c'est tout. Sinon, on va faire que ça toute la journée, quoi. Cette fois, les informations sont plus précises. Les sauveteurs du nord de la France trouvent enfin leur premier blessé de la journée, un petit bobo à la cheville. C'est quoi une suture là? Pas trop. C'est bon? Alors on a un début d'œdème qui est dû à l'infection. Donc ça va être traité aussi par l'antibiothérapie. Des cas de malaria ont été déclarés au village. Une 30aine de personnes sont touchées, surtout des enfants. Ils réclament des médicaments. Ils ont froid, ils ont de la fièvre. Il faut donc faire des vaccins.
Seule difficulté, les pompiers n'en ont pas. Ok, pas de problème. Allez. Il faut faire appel à l'UNICEF. Salut, ouais. Mauvaise nouvelle, l'UNICEF refuse de donner ses vaccins. Ben, malheureusement, les vaccins ont été refusés. Bon, c'est ce qui nous choque un petit peu parce qu'il y a de nombreux enfants qui doivent être vaccinés en bas âge. Et ben, c'est un peu dommage. C'est normal, si tu veux. C'est une campagne de vaccination gouvernementale qui est faite par l'UNICEF. Et les vaccins, si tu veux, c'est comme en France, ces campagnes de vaccination, il faut l'identité et l'âge de chacun et c'est distribué. Là, ils ont dit surtout faites pas ça, parce que nous, tous les quartiers sont définis jour par jour et ce serait con que les gens soient vaccinés deux fois. Bilan de la journée, un blessé léger et des photos souvenirs. Ce que vous montrez là, vous auriez pu le montrer dans toutes les catastrophes naturelles, je dis bien toutes. Moi, ça fait 25 ans que je me demande pourquoi on continue d'intervenir sur les situations de catastrophes naturelles. Il y a un énorme gaspillage à chaque fois. Ici, il est simplement plus visible à cause de l'effet de loupe médiatique qui a été dessus. Autre pays de l'Asie du Sud-Est ravagé par le tsunami, le Sri Lanka, le plus dévasté après l'Indonésie. Près de 30 000 morts, des milliers de blessés. Habitations, infrastructures, la vague a tout emporté sur plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Quelques jours après la catastrophe, les organisations humanitaires débarquent ici aussi en force. Près de 200 ONG se disputent le terrain et les victimes. À cet endroit, un village de tentes a été reconstruit pour héberger les survivants. Et les antennes médicales se bousculent. Pascal est logisticien pour Médecins sans frontières. Il est consterné par l'absurdité de la situation. On a constaté là où on avait essayé de monter une clinique parce que les gens étaient isolés par un pont cassé, que d'autres acteurs venaient pour faire exactement la même chose. Donc on avait 4 fois dans la journée une clinique mobile. Là aujourd'hui, dans ce camp-là, les Indiens arrivent. Hier, c'était des Pakistanais ou des Bangladeshis. Chacun fait des cliniques mobiles. C'est un peu syndrome Dr Knock. Hein, il y en a un qui arrive, il dit ça vous chatouille, l'autre ça vous gratouille. On a fait tourner la clinique 4 jours, on l'a fermée. À Colombo, la capitale, la présidente met en place une cellule de crise. Elle veut mettre de l'ordre dans l'organisation des secours. Avec les ONG, c'est mission impossible. Et le responsable anglais chargé de la coordination des secours admet avoir perdu le contrôle de la situation. Un des principaux problèmes que nous avons rencontrés après le tsunami, c'est que beaucoup d'ONG ont quitté tout de suite l'aéroport avec leur équipement sans nous dire où ils allaient. En fait, on a découvert qu'ils s'étaient dispersés un peu partout dans l'île et qu'ils s'étaient rendus dans des zones très isolées. Ceci sans se faire enregistrer et en jugeant tout seuls de l'aide qu'ils devaient apporter. Dans ce vaste capharnaüm et malgré la présence de milliers d'humanitaires, des victimes sont toujours laissées pour compte. Au bord de la route principale, un homme appelle au secours. Il était marchand de pierres précieuses. La vague a tout balayé, sa boutique et sa maison. Depuis, il campe sur les décombres. Toute la journée, il essaie d'attirer l'attention des convois humanitaires qui passent sous ses yeux. Mais personne ne s'arrête. Je suis très en colère. Parce que tous les pays ont envoyé de l'argent, de la nourriture et des médicaments, et nous, on ne reçoit rien de tout ça. Attendez, attendez, c'est tout ce qu'ils répètent. Mais combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an? Ils peuvent rien dire. La Croix-Rouge est venue, ils ont apporté plein de matériel, mais ils sont partis loin. Ils ont donné de l'aide à des gens qui n'étaient pas des victimes de tsunami. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? J'ai besoin de tout, mais je ne peux pas forcer les gens à m'aider. Et pourtant, ils voient bien ce qui est arrivé ici. J'ai vraiment besoin de tout.
3 mois après la catastrophe, nous avons voulu savoir si l'argent des dons était mieux utilisé. Direction la Thaïlande, Koh Pratong, sur la côte ouest du pays. Une île à l'écart des zones touristiques. Une île particulièrement touchée par le tsunami. Une très grosse partie de l'île est entièrement plate. Et il y a juste un petit bout là-bas avec du relief. C'est le seul village qui n'a pas été endommagé complètement. Après, ici, là où on voit la plage, c'était pas une plage, c'était un village. Là-bas, où on voit le sable. Claudine, bénévole du Secours populaire, est une ancienne prof de gymnastique. Elle vient régulièrement en Thaïlande depuis 5 ans. Ses ouailles l'ont surnommée Mama. Aujourd'hui, elle revient sur l'île avec un survivant, un pêcheur, qui habitait dans ce village rayé de la carte depuis le 26 décembre 2004. Tiens, bah, tu vois, regarde comment ça a creusé là. Là, tu as un bel exemple. Tu vois ? La première vague de 11 mètres est arrivée de par là, suivie de la seconde de 5 mètres qui faisait 8 tonnes au mètre carré. Elle est arrivée là, elle a tout couché sur son passage. Elle a traversé l'île de part en part, c'est-à-dire que vraiment, elle a fait comme si la terre n'existait pas. Ici, partout, c'était un village. Et là-bas, l'autre partie du village, c'était le village de Padjok. 91 maisons, il n'y en a plus une seule debout. Il y avait une école, un dispensaire, il y avait une centrale solaire. Il n'y a absolument plus rien. Dans ce village, il y avait 234 personnes. Il y en a une 50aine qui ont mortes ou disparu, décédées, disparues. 90 jours après le tsunami, les villageois sont relogés à l'intérieur des terres dans des abris de fortune. Des baraquements provisoires construits par l'armée thaïlandaise, où 1 millier de personnes s'entassent et dorment à même le sol. Sawadika. Sabaidimai. Kototka. C'est un endroit absolument sans ombre, des conditions de vie très difficiles. L'après-midi, ils ne peuvent pas rester dans leur baraquement, c'est pas possible. C'est infernal. Il fait 70 degrés l'après-midi. Quand il a plu la semaine dernière, il y a eu 20 cm d'eau dans les campements. Il n'y a aucune intimité entre chaque baraquement et c'est en amiante. Les murs et le toit sont en amiante. Et de plus, dans 2 mois maintenant, il faut qu'ils partent d'ici. Voilà les conditions de vie de ces gens. Au détour des baraquements, nous cherchons la présence d'une organisation humanitaire. Pas la moindre trace. Dans ce village, les ONG ont disparu. Je suis toute seule là pour le moment, mais ça va, il y a une voiture, on peut charger. Mais en ce moment, il n'y a que moi qui m'occupe de ce camp. Je suis la seule dessus. Seule et abandonnée. Pourquoi Claudine n'est-elle pas soutenue par son organisation? Pour le savoir, nous nous sommes renseignés au siège même du Secours populaire à Paris. Le directeur Thierry Robert et la responsable de la zone Asie nous ont reçus. Combien de personnes du Secours populaire sont présentes en Thaïlande? Vous avez une idée? Actuellement ou... Actuellement, oui. On n'a pas de personnes en permanence sur place actuellement. Personne sur place. À la direction du Secours populaire, on ignore la présence de Claudine sur le terrain et son travail en faveur des sinistrés. Ces derniers qui ont vu défiler toutes les organisations humanitaires au lendemain de la catastrophe et qui aujourd'hui se sentent abandonnés de tous. Je leur ai donné des informations en espérant qu'ils reviendraient, mais ils ne sont jamais revenus. On est très déçus. De tous les étrangers qui sont passés, il n'y a que Claudine qui soit restée avec nous et qui nous donne de l'espoir et qui ne nous laisse pas tomber.
Yes. Me too, je vais pleurer aussi. Ces gens-là n'en peuvent plus, ils croient plus en rien, quoi. Hein. Ils sont déjà traumatisés par le tsunami et maintenant traumatisés par les ONG, donc... Kototka. Je me mets à leur place souvent et je me dis, mais est-ce que nous, on ne serait pas devenus fous dans une situation pareille? Est-ce qu'il n'y aurait pas plein de gens qui se seraient déjà suicidés? Est-ce que... Je sais pas. Parce qu'ils ont besoin d'aide psychologique aussi, ces gens-là, faut pas l'oublier. Ils ont vraiment un lourd passif derrière eux, quoi. C'est très dur ce qu'ils ont vécu. Pour aider ces villageois, Claudine dispose de moyens dérisoires. 4 000 € depuis 3 mois. Une somme qui certes lui a été versée, mais par le Secours populaire de l'Aveyron, sa région d'origine. En gros, par jour, ça te coûte combien ici? C'est variable. Ça peut aller entre 2 000, 3 000, 10 000 bahts. C'est-à-dire entre 40 € et 200 €. Le montant paraît ridicule comparé aux 11 millions d'euros récoltés par le Secours populaire. Mais Claudine ne perd pas espoir. Elle refuse d'abandonner son petit peuple. C'est le petit bébé qui est né après le tsunami, dont la maman est restée accrochée dans l'arbre, alors qu'elle avait un gros ventre. C'est le petit rescapé, s'appelle, c'est moi qui l'ai baptisé, Soleil. En anglais, Sun. 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 Parce que c'est le petit soleil. C'est la vie. Ah, mon bébé. Et ils m'ont demandé d'être sa grand-mère adoptive, j'ai accepté. Oh, Thibou. Oh oui. Ça, c'est un bel exemple de la vie qui continue. En attendant, Claudine se rend au temple bouddhiste. Ici, les moines ont recueilli des victimes rejetées de tous, les Moken d'origine non thaïlandaise. Les Moken ne bénéficient d'aucune aide du gouvernement thaï. L'organisation anglaise CARE leur a construit quelques baraques en bois, mais le plus gros de la population vit toujours sous la tente et dans la misère. Je redemande encore où est passé l'argent des Français. Je le demande, plus que des Français, du monde entier. Où est cet argent? Normalement, avec tout l'argent récolté, 3 mois après, on ne devrait plus en être là. Où est l'argent? À Paris, nous avons posé la question aux responsables du Secours populaire. Tous les fonds qui ne sont pas dépensés aujourd'hui sont placés, évidemment dans le système bancaire, avec la plus grande sécurité, c'est-à-dire qu'on ne joue pas en bourse avec les fonds des donateurs. Placer de l'argent, c'est éviter qu'elle se déprécie, tout simplement. Il y a un taux d'inflation qui existe. Nous avons des placements, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais je crois que c'est des SICAV monétaires qui doivent rapporter à peu près 2% l'an. C'est en gros éviter que l'inflation vienne rogner les sommes, puisque nous sommes engagés sur la durée, viennent rogner les sommes qui sont destinées aux personnes concernées. Voilà. Déplacement à 2%. L'argent que vous avez donné est en train de produire des intérêts dans une banque. La pratique est la même pour toutes les ONG. Sur les 350 millions d'euros perçus cet hiver, 30% seulement ont été dépensés. Le reste, c'est-à-dire 250 millions, a donc été placé à 2%. Bénéfice net, 5 millions d'euros par an, de quoi vivre confortablement pendant de longues années. Et quand on crie au scandale, les ONG demandent aux donateurs de prendre patience. Pourquoi il reste de l'argent? Pourquoi elle n'a pas été toute dépensée dans l'urgence? Tout simplement parce qu'on aurait pu tout dépenser dans l'urgence à faire des distributions. Et aujourd'hui, les gens n'auraient toujours pas de maison, les enfants n'auraient toujours pas d'école. Il n'y aurait toujours pas les moyens de production nécessaires dans tout ce qui a été détruit dans un certain nombre de régions sinistrées, et que les besoins prioritaires de la population sont là-dessus. Un argument qui ne tient pas pour Ronnie Broman. Lui considère que la reconstruction n'est pas la mission première des ONG. Qu'est-ce qu'on dirait si une partie de la ville de Nîmes ou de Lyon était détruite par des inondations et qu'une ONG coréenne, japonaise, américaine arrivait et dit « Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout,
je trace les rues, je fais les plans, j'établis les systèmes de canalisation. Ce serait une atteinte à la souveraineté. Et en plus, ce serait un gros problème pratique, car très vite, on verrait qu'il y a des problèmes de raccordement avec les autres, qu'il y a une espèce d'ensemble séparé qui ne peut pas exister longtemps. Donc non, ça n'est pas possible, ça. Mais sur place, toujours pas d'école, toujours pas de maison et des victimes qui continuent de souffrir. Bonjour, ça va? Sabay, mais sabay, mais sabay. Non, ça va pas du tout. Yeah, because, ils disent que ça va pas parce que ce soir il va pleuvoir et qu'ils sont très inquiets, qu'ils vont encore être dans l'eau toute la nuit et voilà quoi. Donc qu'est-ce qui va encore se passer pour eux demain? Qu'est-ce qui va encore se passer demain et après-demain? Et ils ont peur. Mais sabay, ça veut dire ça va pas, ça ne va pas. Kototka, kototka. Je leur demande pardon parce que je ne sais plus quoi faire d'autre. Honte, non, parce que moi, je fais quand même une action, je les aide autant que je peux, mais moi, je suis qu'un petit être humain, quoi. Et je ne peux pas faire plus que les moyens que j'ai. Depuis le tsunami, Claudine s'accroche à son projet. Reconstruire le village de Kopratong. Offrir aux sinistrés des maisons décentes grâce à l'argent des dons. Elle a repéré un terrain et les responsables aveyronnais du Secours populaire sont venus sur place pour étudier les devis. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous sur le site avec l'architecte thaïlandais responsable du chantier. Une étude détaillée avec les prix. Parce que ça, on... Pour construire une maison, il faut compter environ 150 000 bahts. Voilà, ça c'est 150 000 bahts, la maison. Sur le projet initial, on était parti sur des maisons à 50 000 bahts. Oui, mais alors, c'était les maisons qui faisaient... c'est infernal. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est ce prix-là pour combien de maisons? Est-ce qu'on est en zone sur le même... Et non, ça fait plus 53 maisons. 150 000 bahts, c'est 3 fois plus que le prix prévu au départ. La délégation aveyronnaise est un peu refroidie, mais Claudine reste optimiste. C'est gagné maintenant, vraiment. Oh, là, oui. Maintenant, oui. Ça y est, le terrain est acheté. Enfin, est en train. Ensuite, on va trouver d'autres partenaires, j'espère, pour aider, pour le financement de tout le reste. Et ouais, ça y est, l'histoire est lancée maintenant, ça y est. Mais les maisons sont Vous voyez pas mon sourire? Claudine y croit, les Thaïlandais aussi. Mais le Secours populaire soutiendra-t-il le projet jusqu'au bout? Nous reviendrons pour répondre à cette question. Nous avons poursuivi notre enquête plus au sud, à Krabi. Nous y avons trouvé la même misère, les mêmes baraquements en amiante et toujours pas d'ONG. Cet homme est français, il s'appelle Philippe. Il n'appartient à aucune organisation humanitaire. Pourtant, avec sa femme Carole, c'est lui qui fait vivre le village depuis 6 mois. Et ce matin, il revient du marché. On a beaucoup de lait, surtout beaucoup de lait pour les enfants. Des couches. On s'occupe beaucoup des enfants et on a pris un petit peu de nourriture, donc du riz, du piment, enfin tous les produits alimentaires de première urgence, quoi. De l'huile, du sucre, du café. Aujourd'hui, on a dû faire à peu près pour 70 000 bahts d'achat. Ça fait à peu près 1 400 €, quoi. 1 400 € d'achat. Les gens vont pouvoir tenir. Il y a du lait pour 83 enfants. Et dans une semaine, il faut recommencer. D'où vient l'argent? De petits particuliers français qui préfèrent faire confiance à des petites associations en leur remettant directement l'argent parce qu'ils savent que tout de suite on va pouvoir le redistribuer plutôt que l'argent soit dans des grosses compagnies bloquées sur des comptes à attendre. Ça fait 3 mois qu'on attend. Donc bon. Parmi les donateurs, c'est 2 femmes venues de Suisse. Elles ont collecté 1 700 €
et elles sont venues vérifier que l'argent parvenait bien aux victimes. Les gens ont besoin de savoir où passe l'argent, quoi. Il y a eu tellement d'abus au niveau international, on entend parler de détournement. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est concrètement, mais peu importe, c'est vrai que c'est bien de pouvoir voir concrètement comment ça se passe sur place et puis témoigner ensuite pour continuer. Pour chacun des 340 villageois, un sac de vivres, c'est déjà un progrès, un peu d'espoir en plus. Avec ça, nous avons de la nourriture pour une semaine. Tout ça grâce à toi, Philippe. Tu n'es pas de Thaïlande, tu es venu ici en simple touriste pour visiter et tu nous as aidés après le tsunami. Pour tout ça, nous te sommes très reconnaissants. Philippe et Carole ont encore les moyens de distribuer de la nourriture, mais combien de temps vont-ils tenir encore? Les fonds commencent à s'épuiser. Les organisations humanitaires les plus importantes ne sont toujours pas là pour prendre la relève. On voit qu'il y a eu des millions d'euros qui ont été déversés à droite à gauche. Nous, on est sur place et malheureusement, on aurait bien voulu en avoir un peu plus, quoi, pour pouvoir les aider un peu plus. Ah là, on commence à être à sec. Hein. On commence à être à sec, pour de bon. Et c'est dommage. De partout, les critiques fusent contre les ONG. À Paris, un homme crie sa colère, Philippe Gilbert. Il était au Sri Lanka quand la vague a frappé l'île. Il a survécu, mais il a perdu dans la catastrophe sa petite fille de 7 ans. 6 mois ont passé, ce jeune grand-père n'a rien oublié. Il a monté une association et il est retourné là-bas pour soulager les drames les plus criants. Sur place, il ne tarde pas à s'indigner. Vous allez aller expliquer sur place, à Tangal, à Hambantota, Ikaduwa, au Sri Lankais, que pas de problème, on va s'occuper de vous, mais dans 3 ans. Vous allez dire ça à des gens qui dorment par terre, qui mangent dans des feuilles de journaux? Parce que c'est ça qu'on a constaté, nous. On a construit des maisons en bois, en prévision de... Alors d'abord parce qu'on a vu des enfants dormir par terre sur les ruines de leur maison quand on y était. Mais en plus, je savais que dans 3 semaines, 1 mois, la mousson allait arriver. Et les ONG qui vous disent, dans 3 ans, on sera là. C'est un peu tard, ça, quand même. C'est un peu tard. Scandalisé, Philippe Gilbert se démène. Il écrit un livre, enchaîne les interviews à la radio et à la télévision pour exiger des ONG l'utilisation des millions collectés. Cet argent doit, le plus rapidement possible, retourner à sa mission première, c'est-à-dire aider les gens du Sri Lanka, de la Thaïlande, de l'Indonésie, de l'Inde, tous ces pays qui ont été touchés. Les gens qui ont donné pour cette raison-là. Je trouve inadmissible qu'on ait détourné cet argent. Et détourner n'est pas un mot un peu fort, hein? Je vous laisse le choix du mot qui pourrait traduire le fait que, alors qu'on a récolté, prenons l'exemple d'une ONG ayant récolté 100 millions d'euros, en ayant à ce jour, plusieurs mois après, dépensé 7 sur 100, et placé le reste en SICAV. J'appelle ça du détournement. Alors, attention, c'est un détournement, on va dire, évidemment, c'est un détournement honnête. Je veux dire, je ne remets pas en cause, moi d'ailleurs, l'honnêteté de l'ensemble de ces ONG. Je dis simplement qu'elles agissent bêtement. Voilà. Pourtant, en France, la loi est claire. Les dons du tsunami doivent être versés aux victimes du tsunami. Pour vérifier la juste affectation des dons, il existe une juridiction spéciale, la Cour des comptes. Mais vous allez voir que les contrôles ne sont pas toujours simples. On a des cas où il y a une complexité entre les filiales des sociétés écrans, des circuits de financement entre différentes institutions du même groupe, etc. Donc, quelquefois, on a un petit peu de mal à démêler. En un mot, le labyrinthe des ONG ne facilite pas les contrôles. Il est encore, bien sûr, trop tôt pour dire si la montagne d'euros du tsunami a accouché de détournement ou de malversation. Toujours est-il qu'au moment où les premières questions se font entendre, un scandale éclate à Toulouse. Il met aujourd'hui en cause
la directrice du Secours populaire que l'on voit ici en 99 répondre à une interview télévisée. Qu'on peut encore vous aider puisque vos locaux ont été récemment cambriolés. Quand on donne au Secours populaire français, ça c'est une question qui intéresse nos téléspectateurs, je pense. Quel est le pourcentage qui retourne aux gens qui en ont besoin? Alors 100% des dons financiers repartent à Solidarité. Cette femme s'appelle Danielle Eckett. Elle est aujourd'hui mise en examen, accusée d'avoir détourné plus de 650 000 € en 1 an et demi et attend son jugement en prison. C'est en avril dernier que la gendarmerie de Toulouse est alertée. Elle reçoit une lettre anonyme qui accuse la directrice de voler le Secours populaire. Une lettre signée Anne Onim. La présidente du Secours populaire de Toulouse, Eliane Bonnet, connaît bien Danielle Eckett. Elles ont travaillé ensemble pendant plus de 8 ans. Aujourd'hui, elle est consternée. Je me suis dit, c'est un cauchemar, c'est pas possible. C'est pas possible. J'avais vu cette personne la veille. Donc, voilà, quoi, c'est impensable. Impensable. Et pourtant, Danielle Eckett aurait tout avoué. Elle aurait commencé ses détournements d'argent il y a 4 ans au cours de l'année 2001. Plusieurs chefs d'inculpation sont retenus contre elle. Détournement de fonds, abus de confiance aggravé et faux. Maître Forger, son avocat, ne conteste pas les accusations retenues contre sa cliente. Elle a détourné ces sommes, elle revendique l'avoir fait, ou en tout cas elle l'assume, c'est le mot que je préfère, autour du mensonge et en pratiquant des faux, c'est-à-dire qu'elle a trahi la confiance de tous. Qui est donc Danielle Eckett? Une femme de 54 ans au-dessus de tout soupçon? Jusqu'à son arrestation, elle réside ici, dans cette ferme, retapée toute proche de Toulouse. La famille Eckett mène une existence discrète et apparemment, aucun signe extérieur de richesse n'attire l'attention des voisins. En réalité, Danielle Eckett mène grand train. C'est la conviction de maître Pierre Daribert, l'avocat du Secours populaire. Elle a fait des voyages. Je pars d'un voyage aux États-Unis en 2004. Elle a fait un voyage des gens en Tunisie à Djerba en 2001-2002. Elle a effectivement acheté tous ses mobiliers, aménagé la maison. Elle a acheté des bijoux, elle a acheté des fringues de luxe. Hein. C'était pas des petites marques. Hein. Elle a acheté des tableaux, elle a acheté des tapis, elle a acheté des choses qui avaient une très très importante valeur. Donc je ne pense pas, si vous voulez, qu'elle ait fait la fourmi. Je pense qu'elle a tout au contraire, parce qu'elle aime le luxe et parce qu'elle aime la vie facile, je crois qu'elle a tout craqué. C'est quelqu'un qui assume, qui entend assumer l'intégralité des faits, qui ne discute de rien aujourd'hui, qui n'a d'ailleurs pas les moyens de discuter, qui sait qu'elle a commis quelque chose qui est grave, qui résulte en effet de cette trahison d'une confiance. Vêtements de luxe, bijoux, œuvres d'art, Danielle Eckett aurait acheté le tout avec l'argent de l'ONG. Et quand, au Secours populaire, certains s'étonnent de son train de vie, la directrice a une réponse toute prête. Ce qu'elle nous a raconté aux uns et aux autres, c'est que avant de venir sur Toulouse, elle avait été très riche. Elle avait eu beaucoup d'argent. Comment Danielle Eckett aurait-elle pu détourner 650 000 € sans éveiller de soupçons? Selon ses anciens collaborateurs, elle aurait mis au point une stratégie soigneusement élaborée. Étape numéro 1, gagner la sympathie et la confiance de tous. C'est quand même quelqu'un qui tenait bien ses responsabilités. On sentait que vraiment, c'était une grande responsable. C'était quelqu'un de très, très impliqué, qui donnait l'image qu'elle était très dynamique, qui a fait bouger les choses aussi. Ouais. Je pense qu'on avait tous plus ou moins une belle image de cette personne. Appréciée, elle grimpe les échelons de la hiérarchie. Elle devient même, en moins de 2 ans, la directrice de l'antenne toulousaine du Secours. Nous étions complémentaires, tout à fait complémentaires. Elle dépendait de moi. Elle s'occupait donc de la comptabilité, de la gestion ici des salariés, des activités, ça c'était ensemble. Et moi, je m'occupais plutôt du côté politique de l'association et relationnel. Quelques mois plus tard, Danielle Eckett est salariée et demande à Eliane Bonnet de devenir bénévole. C'est-à-dire qu'elle renonce à son salaire de directrice
1 800 € par mois, tout en continuant à faire le même travail gratuitement. Là encore, ses collègues ne se posent pas de questions. Ça vous a pas mis la puce à l'oreille? Eh bien non, parce que vu voilà, son envergure, nous on pensait que financièrement, elle avait préféré de laisser son salaire à la fédération plutôt que... C'est ce qu'elle avait dit. Elle a dit, bon, moi je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui soit employé à ma place. Ce qui était pour nous quelque chose... C'est bon. Vous comprenez mieux maintenant, quoi? Ah ben oui, je comprends maintenant. Qu'est-ce que vous avez compris? Oh, je sais pas. J'ai compris que c'était pour nous rouler. Moi, j'ai toujours dit, bon, c'est un escroc qui s'est introduit dans l'association. Elle aurait pu aller dans une autre association, mais elle est venue au secours. C'est ici, à la centrale de collectage, que Daniel Eckett aurait commencé à détourner de l'argent. C'est l'endroit où sont stockés les produits alimentaires récoltés ou achetés par le Secours populaire pour être redistribués aux démunis. C'est elle qui la dirige. Elle faisait des fausses factures. Chez elle, elle créait des fausses factures. Et puis aussi, elle créait de faux fournisseurs. Comme c'est elle qui gérait la centrale, il y a bien des gens qui y travaillent, mais bon. Elle aurait surfacturé certains produits de la centrale, un procédé qui lui aurait permis d'encaisser la différence. Certaines antennes locales se plaignent parfois de prix un peu trop élevés. Mais selon les employés, la directrice a toujours une réponse toute prête. Voilà. Quand on disait c'était cher, quand elle argumentait, elle, qui disait, écoutez, oui, c'est peut-être cher, mais il y a les locaux, il y a le fonctionnement, il y a le stockage. Bon, on en restait là. Bon, on disait, oui, mais il faut que ça fonctionne. Hein. Les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Septembre 2001, l'usine chimique d'AZF explose à la périphérie de Toulouse. Le bilan est terrible, 30 morts, 20 disparus et des milliers de sinistrés. Dans la tragédie, certaines victimes ont tout perdu. Pour moi, c'est dur. Très dur. Mais pour elle, qu'est-ce que vous voulez faire? La catastrophe provoque une émotion considérable. Les dons affluent de toutes parts, au Secours populaire comme dans les autres organisations humanitaires. C'est une somme tout à fait inattendue. Jamais nous n'avons collecté autant d'argent dans un délai aussi court. En quelques jours, le budget du Secours est multiplié par 15. À la même époque, Eliane Bonnet, la présidente, est frappée par un drame familial. Daniel Eckett se retrouve alors seul aux commandes. Dans les mains, si vous voulez, de Mme Baglan, de Mme Eckett, a été effectivement de profiter de l'état de faiblesse de la secrétaire générale. Et ça, c'est aussi un aspect proprement scandaleux. Elle coordonnait toutes les actions et tous les secteurs. Donc elle avait la main mise sur toute l'association, quoi. Donc c'est elle qui prenait en charge les réunions, c'est elle qui prenait en charge de distribuer le travail à tout le monde, et c'était elle qui faisait tous les contrôles. Dès lors, Daniel Eckett a les mains libres. Selon ses aveux, elle aurait cette fois inventé des listes de victimes en prenant des noms au hasard dans l'annuaire. Elle aurait ensuite demandé à Eliane Bonnet de lui signer des chèques en blanc. Elle se chargerait de mettre ces chèques à l'ordre des victimes. L'enquête montre que l'argent arrive directement sur son compte. C'est vrai que j'ai signé quelques chèques. Je ne les ai pas tous signés quand même. Je ne sais pas tous les chèques qu'elle a pu faire, je ne les ai pas tous signés. C'est vrai que j'en ai signé quelques-uns. Parce qu'on travaille dans l'urgence, parce que c'est comme ça. Et puis il y a une relation de confiance qui est établie. Parce que toutes ces procédures ont été mises en place. Donc il n'y avait pas de souci.
Aujourd'hui à Toulouse, c'est l'heure du bilan. Pour la première fois, le Secours populaire de Toulouse passe au crible les 4000 dossiers des sinistrés d'AZF traités entre 2001 et 2004. Objectif, estimer le montant des sommes que Daniel Eckert aurait détournées. 2 heures de recherche ne suffisent pas à épuiser la liste. Et donc là, il y en a combien de dossiers douteux, là, à peu près, suspects? Pour l'instant, je dirais qu'il y en a une petite vingtaine. Avec des sommes qui vont à peu près de... qui s'élèvent à combien? Oui, qui s'élèvent entre 1500 et 3000 euros. 3837. L'équipe du Secours populaire commence à comprendre l'ampleur de l'affaire. Sur le talon du chèque, pour le comptable, il y a marqué le nom de la famille, il y a marqué famille X, et sur le chèque qu'elle remplissait elle mettait je sais pas quoi. Elle le mettait à l'ordre de son fils ou à l'ordre je sais pas, d'un magasin, si elle avait envie de s'acheter ce qu'elle avait envie. Il semblerait que Daniel Eckert ait utilisé en plus le chéquier du Secours populaire pour s'offrir non seulement des petits cadeaux, mais aussi quelques bons restaurants. Les frais de resto étaient importants, c'est-à-dire que c'était Oui, apparemment oui. Apparemment c'est de l'ordre de 3000 euros, un truc comme ça. Donc, les frais de restaurant? Oui. C'est que le début. On ne sait pas ce que l'enquête va nous réserver. Donc... 650 000 euros, peut-être plus, c'est la somme pour laquelle Daniel Eckert est mis en examen. Comment une telle affaire a-t-elle pu échapper à tout contrôle? Le contrôle, il y en avait, et il y avait même, sur la demande de Mme Eckert, un commissaire aux comptes qui venait tous les ans, qui contrôlait très bien la fédération, qui a des rapports extrêmement clairs, et jamais il y a eu un doute sur quoi que ce soit à son niveau aussi. Lui aussi, visiblement, s'est fait abuser au même titre que nous. Soupçonné d'abus de confiance aggravé, Daniel Eckert doit être jugé par le tribunal correctionnel. Elle est passible d'une peine de 7 ans de prison, mais aujourd'hui, elle est présumée innocente. Au Secours populaire, les bénévoles, mais aussi les dirigeants, ne décolèrent pas. Quand on fait des friperies, qu'on a des peines sur 3 jours à collecter 1000 euros, 1000 euros, et que nous on est contents parce qu'on va pouvoir aider les gens, et quand on parle des sommes comme ça, nous, c'est impensable, c'est impensable. Devant l'ampleur du scandale, les responsables du Secours populaire essaient de rassurer les donateurs. Il ne faut pas croire que tout l'argent que nous avons eu pour AZF est parti en fumée. Nous avons aidé beaucoup de gens et c'est prouvé. Enfin, je veux dire, quelque part, c'est pas de la fumée. Nous avons aidé énormément de gens. Nous avons fait beaucoup de choses. Une question se pose aujourd'hui. La directrice a-t-elle détourné l'argent du tsunami? L'enquête de gendarmerie le dira, mais la Cour des comptes entend bien, elle aussi, contrôler de près l'ensemble des organisations humanitaires. Pour connaître ses conclusions, il va falloir attendre. Alors pour le tsunami, les premières dépenses, vont se dérouler en 2005. Donc on ne pourra faire des contrôles que sur les comptes 2005 qui seront disponibles début 2006. Donc pour l'instant, les contrôles ne sont pas commencés. Face à la masse des dons concernés, les magistrats de la Cour des comptes ne devraient pas rendre leurs premières conclusions avant 2007. Six mois après le tsunami, retour en Thaïlande à Koh Pratong. Claudine, la bénévole du Secours populaire, n'a toujours pas abandonné ses villageois. Son petit-fils Sun a grandi. L'enfant du tsunami se porte bien, mais autour de lui, rien n'a changé. Les habitants vivent toujours dans leur baraquement en amiante, soi-disant provisoire. Les pluies diluviennes de la mousson ont rendu les conditions de vie encore plus précaires. Les toits ne sont pas étanches, donc il pleut à l'intérieur des cabanes. Voilà. Là sont les rigoles qui ont été creusées en urgence parce que sinon l'eau rentrait dans les baraques. Alors l'eau rentre par là, l'eau rentre par dedans. Là, il y a une épidémie incroyable en ce moment de malaria, de dengue. Voilà, il y a des bébés, les enfants partent le matin mouillés à l'école parce qu'il a flotté toute la nuit ou toute la journée et qu'il n'y a plus rien qui sèche. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Non, puis comme je dis, de toute façon, on est le seul projet qui n'est pas démarré, quoi. On est les seuls. Pourquoi? Pourquoi?
Le projet de Claudine, c'était, je vous le rappelle, de construire un village pour reloger les habitants de Koh-Pratong. Au mois de mars, elle avait acheté un terrain pour construire les maisons. À l'époque, nous l'avions filmé car nous voulions suivre l'avancement des travaux. 3 mois plus tard, rien n'a changé. Le terrain est toujours en friche, aucune maison n'a été construite. Des bénévoles du Secours populaire de l'Aveyron ont fait le voyage pour évaluer la situation sur place. Pour construire son village, Claudine a tout prévu, mais il lui manque de l'argent. Une somme que le Secours populaire ne débloque toujours pas. Là, il me manque 5 000 € pour démarrer les travaux. Pour ne pas perdre tout, 5 000 €. C'est quand même pas normal. Hein, non, c'est pas normal. Ouais. Parce qu'il y a l'ultimatum du constructeur dans les 2 semaines. Si dans les 2 semaines, on n'a pas démarré, il s'en va chez les Suisses. Donc, les caisses du Secours populaire sont pleines, Claudine? Oui, elles sont pleines, mais il faut que les budgets soient votés. Parce que c'est pas l'Aveyron qui décide, c'est Paris. Alors il faut que ça remonte jusqu'à Paris. Ça a mis du temps pour que Paris pense qu'on existe. Même on n'existe pas, puisqu'ils vous ont dit à vous qu'il n'y avait personne en Thaïlande. Donc, cette situation ne peut pas durer. Non. Parce que moi maintenant, je suis en porte-à-faux avec les associations privées, avec les gens, les locaux, et tout le monde me dit, mais les Français, qu'est-ce que vous foutez, quoi? Claudine avait vu grand. Elle voulait des logements pour les villageois, mais aussi une maison communale et même un port pour les pêcheurs. Claudine, c'est pas un peu trop gros comme projet? Non. Pas avec l'argent du tsunami, non, je suis désolée, c'est pas un gros projet. En tout, les ONG françaises ont touché 400 millions d'euros au total. Alors on va pas me dire qu'on peut pas construire un village ici quand même. Faut arrêter, quoi. Et puis je suis désolée, les Français ont été... Le monde entier, c'est même pas les Français, c'est le monde entier, a été hyper généreux, comme jamais ça ne s'est produit dans le monde de la donation. Jamais il y a eu une donation aussi forte. C'est pour quoi faire? Pour faire des SICAV et des bébés en banque? C'était pas la peine. C'était pas la peine. Réunion de crise quelques heures plus tard avec le constructeur thaïlandais et le responsable d'une association privée allemande qui travaille avec Claudine sur son projet. Le gros problème, c'est que le constructeur n'a toujours pas reçu de contrat. Et sans ce contrat, il ne peut pas commencer les travaux parce qu'il n'y a pas de garantie de paiement. Et pour démarrer, nous avons besoin de ces garanties du côté français. Sans ça, nous devrons faire le projet seuls ou avec d'autres partenaires. Désolé pour le projet français, désolé pour ça. Mais les pêcheurs ne peuvent pas attendre 6 mois et ne rien voir au bout. Voilà le problème. En pleine réunion, Claudine appelle le Secours populaire à Paris et elle craque. J'ai tout le monde qui me tombe sur le paletot, j'en peux plus, quoi. Mais tout le monde, quoi. Autant Madame Wallapa que les autres ONG sur place, que le constructeur, que... C'est une journée très difficile. Hein. Tu vois, moi, je suis prête à chialer à tout moment, là, tu vois. Est-ce la force de conviction de Claudine ou la présence de notre caméra? Par miracle, la situation se débloque. Le Secours populaire promet de débloquer les 5 000 €. Dès que les papiers officiels sont reçus, il n'y a pas de problème. Je vais recevoir 5 000 €. Pour faire la première partie, je vais recevoir 5 000 € en urgence, de façon à faire le découpage, le permis de construire, etc., etc. La première opération, comme nous en France, hein, ça se passe exactement de la même façon. Hein. Claudine devrait donc toucher les 5 000 € qu'elle attend depuis des mois. Mais le Secours populaire tiendra-t-il sa promesse? Nous le verrons dans quelques instants. En attendant, Gunther, son partenaire allemand, a déjà construit son village. Comme elle, il a démarré son projet au mois de février. Mais ses maisons sont quasiment terminées. On installe déjà au balcon les drapeaux des pays donateurs. Dans 4 semaines, tout sera terminé. Là, vous pouvez voir dans quel état se trouvait l'endroit il y a 7 semaines. C'était comme cette forêt là-bas.
Il n'y avait rien. Et maintenant, nous avons déjà des routes, une salle communale. J'y étais, moi. J'y étais quand ils ont arraché les arbres et c'est exactement les temps qu'il dit. Ça a été très vite. Et vous, vous êtes une fondation privée? Oui, nous sommes privés. Comment expliquer alors que vous, privé, vous pouvez construire, mais que les ONG n'y arrivent pas? Je ne sais pas. That is a question. Je ne peux pas expliquer pourquoi l'ONG française bloque tout le projet. Pourquoi ils ne font que parler et ne travaillent pas. Quand ils voient ce village construit, les pêcheurs de Claudine ne comprennent pas pourquoi elle parle tant et que rien n'avance. Alors que moi, je parle peu, mais les choses avancent. C'est ça la différence. Et là, c'est quand même un peu énervant de voir une entreprise privée. Mais bien sûr, ils ont encore récolté les fonds mais c'est eux-mêmes, pire que ça, c'est pire que ça. Il y a plus que les privés, les ONG étrangères aussi foncent. Les ONG étrangères, les gouvernements étrangers, les initiatives privées comme celle de Farhan Jaidi, tout le monde fonce, mais pas nous. Pas nous. Comment ça s'explique? Parce qu'il faut 15 tonnes de papier, parce qu'il faut ceci, parce qu'il faut cela, parce que... Le partenaire allemand, le constructeur thaïlandais, tout le monde est prêt. Claudine n'attend plus que l'argent de son association. Si Claudine obtient l'argent demain, vous pouvez démarrer tout de suite? Oui, demain. Je peux démarrer demain. Sûr à 100%. À l'heure où nous terminons ce reportage, Claudine n'a toujours pas reçu les 5 000 €. Fatigué d'attendre, le constructeur est parti travailler avec une autre ONG et les pêcheurs vivent toujours dans des baraquements. Pour combien de temps encore? Les ONG dépenseront-elles un jour les 350 millions d'euros donnés par les Français? Pour Ronnie Broman, la réponse est catégorique. Il est évident que seule une partie, et pas une partie très importante de cet argent, servira aux victimes du tsunami. Entre la collecte et la distribution, deux choses se seront passées. L'une, ce sont les détournements, dont on a vu déjà une partie. Et l'autre, ce seront les réaffectations inévitables et souhaitables. Et ça n'est pas une partie scandaleuse, c'est une partie normale. Ce qui est anormal, c'est qu'on ait laissé entendre au départ qu'il y avait tant de besoins que l'argent ne pourrait être entièrement employé. Aujourd'hui, on voit bien que non.